Donc, merci de votre présence. Bienvenue. Donc, ce webinaire est voilà, une nouveauté puisqu'on n'avait pas eu l'occasion de proposer ce format lors des précédentes semaines sur la santé sexuelle. Donc, on est ravis de pouvoir vous proposer un format comme celui-ci, court, sur à peu près 1 heure de présentation. Nous allons successivement vous présenter un certain nombre d'éléments au travers d'un support que vous voyez là. Je vais présenter les intervenants qui vont intervenir à la suite. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à nous faire part de vos réactions. J'ai accès à vos questions et je pourrai les poser donc au professeur Jean-Marie Perron qui est présent là et Bonjour. qui est bonjour au professeur, donc hépato-gastro-entérologue et coordinateur médical régional de la COEP qui vous sera présenté tout à l'heure, et notamment aussi responsable du service expert hépatite de Toulouse. Nous avons également Mélisande Roy, qui Bonjour. est infirmière, bonjour Mélisande, qui est infirmière animatrice territoriale de la COEP et du SMIT au centre hospitalier de Perpignan. Donc vous avez compris, c'est un webinaire qui est organisé principalement par la COEP Occitanie, avec en soutien Promotion Santé Occitanie, donc que je représente ici. Donc je m'appelle Karen Asnar, je suis référente territoriale et chargée de projet Promotion Santé Occitanie. Et je suis également référente régionale sur les semaines santé sexuelle en lien avec l'ARS Occitanie. Et à la technique, j'ai envie de dire à notre collègue Angèle Nicole, qui est chargée de communication pour Promotion Santé, qui nous aide à ce que tout se passe bien dans cette présentation. Une rapide présentation de Promotion Santé, puisque ça n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, Promotion Santé Occitanie, que vous connaissez peut-être, est une structure associative qui est chargée de soutenir les démarches en éducation et promotion de la santé, comme son nom l'indique. Ça tombe bien. Sur l'ensemble du territoire Occitanie, avec des intervenants dans chaque département. Donc, nous travaillons également aussi à l'objectif de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. C'est pour ça que nous sommes répartis sur l'ensemble du territoire, au plus près des partenaires que vous êtes et que nous sommes sur ce webinaire aujourd'hui. Du coup, voilà, vous avez la répartition de l'ensemble des antennes de promotion santé qui se présentent là. Et vous le voyez sur l'ensemble des départements, hors Hérault et Gare, qui sont des CODES, mais qui sont aussi dans la même lignée que promotion santé, avec qui nous travaillons régulièrement. Ensuite, donc les missions de promotion santé qui peuvent vous aider, vous soutenir dans vos missions de structure. Donc, on est là pour apporter un appui méthodologique. On est là aussi pour fournir des ressources documentaires. Nous avons 2 centres de documentation, un à Carcassonne et un à Toulouse. Nous faisons également des supports bibliographiques pour notamment les semaines nationales santé sexuelle. Vous pouvez le retrouver sur notre site. Nous sommes là aussi pour former les professionnels sur des concepts et accompagner les politiques publiques. C'est ce que nous faisons aujourd'hui auprès de la COEP. Nous accompagnons la COEP dans cette mise en place de webinaires. L'idée, c'est de vraiment proposer notre soutien sur toutes les actions et les projets qui pourraient émaner des partenaires. Donc, justement, pour préciser, donc Promotion Santé Occitanie est là pour favoriser le maillage territorial, à la fois au niveau régional, auprès de l'ARS Occitanie, et également au niveau départemental, puisque nous avons, comme vous l'avez vu, des antennes sur l'ensemble des départements. L'idée, c'est vraiment de travailler en collaboration avec l'ensemble des partenaires
et donc de mettre en place ou d'animer les groupes de travail qui pourraient émaner des différents départements sur des thématiques que vous connaissez bien aujourd'hui sur la santé sexuelle, par exemple. Un petit rappel du contexte du webinaire. Donc, nous sommes vers la fin des semaines nationales santé sexuelle sur la campagne 2025 qui se terminera le 15 juin et qui a démarré le 2 juin. En Occitanie, il a été privilégié de mettre en place une campagne sur 2 semaines, contrairement au niveau national. Donc, ce webinaire s'inscrit dans cette dynamique de partenariat régional autour de la thématique santé sexuelle. Et nous avons pu construire notamment avec la COEP un partenariat fort qui se concrétise aujourd'hui avec ce webinaire, mais qui va pouvoir se prolonger sur la thématique voilà, en fonction de nos besoins, des envies, des projets à venir. Donc, pour rappel, la campagne des Semaines nationales santé sexuelle cette année en 2025 comme en 2024 avait 4 thèmes qui ont été choisis et privilégiés. Donc, les grossesses non prévues, la contraception, la prévention infectieuse, les violences et le consentement, et les dysfonctions sexuelles. L'objectif global des semaines d'information, c'est vraiment de promouvoir la santé sexuelle et les différents outils et moyens de prévention. Donc, on est plutôt dans de la communication, mais également sur l'ensemble de la thématique santé sexuelle. Donc, je vois que ma collègue Angèle a mis dans le chat tout le lien vers les pages des semaines santé sexuelle en Occitanie. Voilà. Donc, vous pouvez aller vous renseigner sur cette campagne précisément auprès de Promotion Santé ou auprès de l'ARS Occitanie également. Et pour finir, je vous ai remis, mais ce sera enregistré, donc vous pourrez le relire tranquillement, euh, l'ensemble des objectifs opérationnels, donc notamment aborder les thématiques qui sont en lien avec le webinaire que nous venons de lancer, c'est-à-dire euh, donner de l'information, donner aussi des références par rapport au dépistage et éventuellement les prises en charge possibles. Donc c'est pour ça que nous sommes réunis aujourd'hui. Je vais laisser la parole à, aux intervenants, notamment à Mélisande, je crois, qui commence Oui, la présentation de la COEP. mer- Merci. merci beaucoup Karen et Angèle pour l'invitation. Voilà, vous avez choisi un super format dynamique, parce que le nerf de la guerre, c'est toujours le temps. Et là, c'est vrai que du coup, c'est des formats un petit peu numériques où les gens peuvent se rendre disponibles. Et donc, du coup, on va commencer ce webinaire avec la présentation de la COEP. Donc, professeur Perron, je vais vous laisser présenter notre équipe. Très bien, donc voici la présentation de la COEP. En fait, c'est l'association du CELF du CHU de Montpellier. Donc, la COEP, c'est le financement de l'ARS pour lutter contre les hépatites virales. Donc, d'avoir des données épidémiologiques sur ces virus, comment prévenir l'infection, etc. Donc, on a 3 structures qui travaillent ensemble. Le CELF du CHU de Montpellier, coordonné par le professeur Pajot, avec le docteur Metzaros et avec l'alimentation territoriale de Marie-Claude Veil, associé au SMIT de Perpignan, donc, qui est coordonné par le docteur Hugo Maître, avec l'animation territoriale de Mélissandre Roy, ma co-oratrice, et puis notre SELV à Toulouse, que je coordonne avec le docteur Métivier, avec une animation territoriale de David Rollin. Donc ça, c'est pour les actions sur le terrain. Moi, je suis le coordinateur médical régional de la COEP, et Marie-Claude Veil, la coordinatrice administrative régionale. Donc, sur la diapositive suivante, Mélissande va vous expliquer un petit peu quel type d'actions font la COEP.
Voilà, donc du coup, on a des missions en fait d'information. Ces actions, on va les faire grâce à des rencontres territoriales. On va regrouper en fait nos partenaires pour être à l'écoute de leurs besoins sur les différents territoires. Et puis aussi, on a des journées régionales, dont je vous invite à vous inscrire. C'est des ateliers qui vont se situer un à Toulouse et un à la Grande Motte. Et il y en a, voilà, il y a 2 journées par an. Ensuite, on a des missions de formation. Donc, on réalise des formations totalement gratuites sous un format de 2 jours, en fait, tout personnel de structures sociales et médico-sociales. Et donc, du coup, ça va être une formation de TROD, des tests rapides d'orientation et de diagnostic. Et donc, ça va permettre aux structures d'avoir l'habilitation pour réaliser ces tests rapides. Ensuite, on fait des interventions à la carte, en fait, selon, en fait, avec les besoins repérés, en fait, on peut effectivement venir soutenir, aider, en fait, les structures pour réaliser des actions, en fait, de prévention, de dépistage, mais aussi ça peut être de la sensibilisation. On peut venir dans vos structures pour sensibiliser au niveau des hépatites, au niveau des actualités, en fait, des préventions. Et il y a un projet qui a été mis en place en fait dans l'Aude. Donc c'est la mise à disposition d'outils de dépistage mobile. Donc c'est des fibroscans qui sont à disposition. Le projet s'appelle Hepatoc et donc vous pouvez retrouver le calendrier qui est sur notre site internet. Et donc du coup les différentes structures de l'Aude peuvent se saisir de cet outil pour, en fait, dans la prise en soin de l'hépatite C, pour assurer un suivi beaucoup plus rapide et précis, mais aussi pour diagnostiquer des fibroses et des stéatoses. Nous, nos outils de Excuse-moi, communication. Mélissandre, est-ce que je peux intervenir? Ah, vas-y, Jean-Marie, pas Du de coup, souci. je pense que là, c'est un sujet qui est très important, c'est-à-dire qu'en plus de dépister et de pouvoir traiter les hépatites virales, par l'intermédiaire du fibroscan, on fait un diagnostic de la cirrhose. Et la cirrhose qui peut être associée au virus, mais qui peut être aussi indépendante des virus dans le cadre de consommation d'alcool. Et on sait qu'on a des populations à risque dans les centres où on va qui ont souvent une consommation d'alcool exagérée. Et comme l'a dit Mélissandre, il y a également la stéatopathie métabolique, donc la surcharge en graisse du foie, qui peut être liée ou non à une consommation d'alcool. Et donc, ce fibroscan permet d'aller au-delà du dépistage et du traitement des hépatites sur le diagnostic de la cirrhose, avec les 2 grandes causes de cirrhose en France qui sont l'alcool et la surcharge en graisse du foie. Tout à fait. Donc voilà, je vous remets le lien de notre site internet pour pouvoir avoir voilà, vu sur nos actions les différentes actualités de la COEP. C'est ici. Alors aujourd'hui, on vient vous parler donc des transmissions sexuelles en fait des hépatites virales avec le professeur Perron et donc toutes les possibilités de prévention. Donc du coup, Jean-Marie, je vais te laisser introduire les hépatites. Très bien. Donc pourquoi les hépatites? Pourquoi les hépatites au cours de la semaine nationale de la santé sexuelle? Parce que on oublie souvent que les hépatites, pratiquement toutes les hépatites, pour les hépatites, il y a un risque de transmission par voie sexuelle. Donc, ce tableau vous fait une petite chronologie du diagnostic des hépatites au XXe siècle. C'est intéressant de voir que c'est un médecin militaire, McCallum, qui dans les années 40 a proposé deux types d'hépatite virale, l'hépatite A et l'hépatite B. Il s'est rendu compte qu'il avait des soldats qui faisaient des jaunisses lorsque les conditions d'hygiène dans des camps étaient mauvaises et qu'il y avait des épidémies de jaunisse. Donc une transmission probablement orale d'un agent microbien. Et il s'est rendu compte également qu'il y avait deuxième type de jaunisse parmi ces soldats, c'est au décours d'intervention chirurgicale et de transfusion. Un mois plus tard, le soldat faisait une jaunisse. Donc il s'est dit, là, il y a 2 types d'hépatites, et il les a appelés hépatite A et hépatite B. Ensuite, les scientifiques ont réussi à identifier les différents virus. Donc c'est Bloomberg en 65 pour le VHB, Feinstone en 73 pour le VHA, et Rizzetto en 77 pour le VHD ou VH delta. À partir de la
de la découverte de ces virus, on a fait des sérologies. Et donc, on a pu diagnostiquer les hépatites B, les hépatites A et les hépatites delta. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des patients qui avaient des tableaux d'hépatite qui étaient liés à aucun de ces virus. Et on les a appelés les hépatites non A, non B. Et au sein de ces hépatites, on s'est rendu compte qu'il y avait deux profils différents. Un profil plutôt de type hépatite A, donc grandes épidémies dans des pays en développement, probablement liées à une contamination de l'eau. Et deuxième profil, des patients toxicomanes ou qui ont eu de la grosse chirurgie ou des transfusions qui faisaient une hépatite en dehors de petites épidémies. Et donc là, on s'est dit, il y a deux types de virus. Et en effet, en 83, Balayan a identifié le VHE, donc qui ressemble un petit peu à l'hépatite A en termes de transmission. Et et Houghton, en 89, a identifié le VHC, qui lui ressemble un petit peu plus à l'hépatite B, donc transmission plutôt parentérale. Et Reyes a cloné le VHE. Donc, vous voyez un petit peu comment s'est passée la découverte des hépatites au XXe siècle. Donc, diapositive suivante. Et voilà, et donc du coup, nous, voilà, je suis aussi infirmière au niveau voilà, des consultations SMIT qui contient aussi le CGID, le Centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic. Et là, moi, je vais prendre le relais donc, pour expliquer un petit peu la place des hépatites virales dans les dépistages. Comme vous l'a dit donc le professeur Perron, il y a une transmission sexuelle et on l'oublie parfois. Donc là, je vous présente un premier document sur votre gauche. En fait, c'est l'auto-questionnaire de l'usager. Donc, on lui remet quand on vient se faire dépister en fait dans un centre gratuit d'information de dépistage et de diagnostic. Donc, on délivre ce document et il le remplit et on voit effectivement, je vais vous mettre la souris, les questions. En fait, on voit apparaître quand même des questions sur les hépatites. Êtes-vous vacciné contre l'hépatite B? Bon, êtes-vous vacciné contre le papillomavirus? Mais surtout après, êtes-vous vacciné contre l'hépatite A? Donc, on voit quand même un petit intérêt là au niveau des hépatites et on commence à se positionner pour savoir si, voilà, il y a une protection ou non contre les hépatites. Et sur sur votre droite, vous voyez, c'est un dépistage totalement en fait non spécifique, donc on peut proposer en fait à tout usager. Et donc dans le dépistage standard, en fait, vous voyez il y a la sérologie VIH, sérologie hépatite C, sérologie hépatite B, la syphilis et les PCR chlamydia, voilà, selon les sites et le genre. Donc, on voit qu'elles sont présentes et qu'elles sont donc dépistées en fait dans les CGID. Donc, nous, quel outil de dépistage on a pour dépister ces hépatites virales? Donc, dans les CGID, on peut avoir les tests rapides d'orientation de diagnostic. En fait, c'est un petit pic qu'on peut faire au bout du doigt, donc avec une goutte de sang, en fait, en quelques minutes, dizaines de minutes, selon les tests. Donc, savoir si on a été en contact en fait avec une hépatite virale. Mais aussi, si vous venez en CGID, on va plus utiliser plus particulièrement la sérologie avec ces deux tubes secs et les lettres. Les sérologies sont beaucoup plus complètes et elles détaillent beaucoup plus notamment pour les hépatites. Donc, je ne spoilie pas mes diapos suivantes, mais effectivement, on verra après. Et pour la suite, si des fois, en fait, on détecte une sérologie donc positive, surtout une sérologie hépatite C, on a d'autres outils qu'on peut mettre en place, surtout en fait en hors les murs. C'est notamment en fait le fibroscan, dont on a déjà évoqué en fait cet outil tout à l'heure pour calculer bien évidemment la fibrose et diagnostiquer une cirrhose ou non, mais la stéatose aussi. Et là, totalement sur votre droite, voilà, je vous ai mis en fait l'image d'un GeneXpert. Donc, c'est un automate. C'est un examen biomoléculaire, donc délocalisé. Et donc, avec cet automate, on peut calculer le taux de virus d'hépatite C. Donc, ça permet d'aller plus vite en fait dans le diagnostic de l'hépatite C, surtout quand on est en hors les murs. Alors, Jean-Marie, je te laisse nous parler de l'hépatite B. Très bien, donc on va commencer par le virus de l'hépatite B. Donc on avait mis entre parenthèses le virus. Ah oui, pardon. Oui, c'est pas grave. Le virus de l'hépatite delta, parce que ce sont deux virus qui travaillent ensemble. Le virus de l'hépatite delta ne peut se répliquer dans le corps humain que s'il y a déjà la présence du virus de l'hépatite B.
Donc, on peut attraper soit le virus de l'hépatite B et le virus d'hépatite delta en même temps, ou d'abord le virus d'hépatite B, faire une hépatite chronique et ensuite être infecté par le virus de l'hépatite delta. Le point important, c'est qu'ils se transmettent donc de la même façon et le vaccin contre le virus de l'hépatite B évite également, bien sûr, l'hépatite delta, puisque l'hépatite delta ne peut pas survivre sans virus de l'hépatite B. Donc ensuite, la diapositive suivante. Donc c'est une petite introduction pour vous donner l'ampleur des dégâts causés par le VHP dans le monde. Donc c'est 296 millions de personnes qui ont une hépatite chronique B dans le monde, mais moins de 10% ont été diagnostiquées. Donc il y a beaucoup d'hépatites qui circulent dans le monde, d'hépatite B non diagnostiquées. C'est 1,5 million de nouvelles infections chaque année et c'est 820 000 décès par cirrhose ou par carcinome hépatocellulaire par an. Donc, ça entraîne beaucoup de morbidité, beaucoup de décès. Et le virus de l'hépatite B est un facteur favorisant du cancer du foie, soit parce qu'il induit une cirrhose, soit directement parce que c'est un virus oncogène. Donc, si on a une hépatite B chronique, on est à risque de faire un cancer du foie. Et le fait important, c'est qu'il y a bien sûr une vaccination qui permet d'éviter le cancer du foie, la cirrhose et l'infection par le virus de l'hépatite B. Il y a une particularité de ce virus, c'est qu'il y a des zones d'endémie dans le monde. Et vous voyez ici sur ce schéma qu'en gros, vous avez des zones de forte endémie de l'hépatite B, c'est l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Et des zones de faible endémie, c'est l'Europe, en gros, la France, l'Europe et les États-Unis. Donc, du fait du contexte migratoire actuel, on va avoir beaucoup de patients qui vont venir d'Europe de l'Est, un peu d'Asie et beaucoup d'Afrique subsaharienne en France. Et donc, ces patients-là, ils sont très à risque d'être porteurs chroniques de l'hépatite B, car c'est un virus qui s'attrape dans ces pays-là, souvent à la naissance ou pendant la petite enfance. Donc, ils arrivent avec le virus de l'hépatite B. Donc, diapositive suivante. Donc, le sujet, c'est la transmission sexuelle du VHB. Alors, plusieurs choses. Premièrement, c'est une cause fréquente de transmission du virus de l'hépatite B. Aux US, c'est la première cause de la transmission sexuelle et la première cause de transmission du VHB aux États-Unis. C'est 50 à 100 fois plus contagieux que le VIH. Donc, c'est vraiment un virus très facile à attraper par voie sexuelle et en particulier, le baiser profond peut transmettre le VHB. Donc, le French kiss, comme on dit, ça transmet le VHB. Ça dépend un petit peu du porteur, du patient qui est infecté. Il faut qu'il ait une charge virale très élevée, mais ça arrive parfois. Il y a des patients qui ont des charges virales très, très élevées. Et là, il y a une transmission qui est possible par le baiser profond, ce qui est quand même assez rare avec la transmission des autres virus. Donc, les rapports bouche-sexe peuvent transmettre toutes les IST pratiquement, dont bien sûr le VHB. Et la pénétration vaginale est également un risque de transmission du VHB. Le préservatif que vous avez en bas à droite, et on rappelle qu'il faut l'utiliser lors des rapports sexuels, il protège efficacement contre le risque vaginal de transmission de l'hépatite B. Donc, c'est un mode de protection qui est très importante. Et si vous avez en plus des pratiques qui sont susceptibles de provoquer des saignements, là, vous avez un sur-risque de transmettre les virus de l'hépatite B. Et puis, vous avez aussi le virus de l'hépatite C à ce moment-là qui peut être également transmis. Donc, par exemple, les objets sexuels qui sont utilisés à plusieurs, le lubrifiant qui va servir à plusieurs patients, tout ça, ça augmente le risque de transmission de l'hépatite B. Donc, en conclusion de cette diapositive, attention, l'hépatite B se transmet très facilement par voie sexuelle. Donc, on va en venir à la prévention. Et donc, c'est la vaccination. La prévention absolue, c'est la vaccination. Et donc, qui c'est qui doit être vacciné contre l'hépatite B? Premièrement, tout le monde. Les recommandations françaises et de l'OMS, c'est de vacciner tous les enfants à un jeune âge, donc dans la première année. C'est une recommandation en France depuis 2018. Donc, il y a quelques patients qui ne sont pas encore vaccinés. Et donc, il faut rattraper les adolescents. Le risque d'attraper une hépatite B, c'est pendant l'adolescence, entre 15 et 25 ans. C'est là que les risques sont les plus importants. Les rapports sexuels, la toxicomanie. Après, plus on vieillit et plus les risques sont un petit peu moins importants. Donc, il faut vraiment que les adolescents soient vaccinés. Ensuite, si on a dans notre patientèle des patients qui ont des relations sexuelles avec des partenaires multiples, ils sont bien sûr à risque. Toute personne qui a un antécédent d'IST ou qui vient vous voir pour une IST, il faut checker l'hépatite
B et il faut le vacciner contre l'hépatite B. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, ce risque de transmettre l'hépatite B. Et ensuite, un peu à part, c'est le conjoint d'un patient infecté par le VHB. Ça, c'est côté médical. Quand nous, on a un patient qui vient nous voir qui a une hépatite B chronique ou aiguë, il faut absolument aller faire le dépistage et la vaccination de tout, d'abord du conjoint et ensuite tous les membres de l'espace familial. Ça, c'est très important pour éviter la transmission du virus. Le conjoint, c'est urgent. Et ensuite, toute personne infectée par le VIH ou le VHC doit être vaccinée contre l'hépatite B pour éviter la transmission d'un autre virus. Alors, pratico-pratique, voici le vaccin de l'hépatite B, donc Engerix B20. Il y a d'autres marques, mais celui-ci, c'est vrai que celui-ci, c'est celui-ci qui est sur le marché en ce moment. Donc, il y a plusieurs schémas qu'on peut proposer, hein. Donc, les adultes plus de 16 ans, donc on fait 3 doses. C'est M0 un mois après, puis 6 mois après. On peut faire des schémas accélérés, ça peut être possible aussi dans l'urgence, ça peut être un prépeur qui débute, on va lui proposer la vaccination et donc du coup il n'est pas du tout immunisé, on peut proposer le schéma accéléré. Alors attention, avec le schéma accéléré, il y a en fait 3 doses, J0 7 jours après puis 21 jours et il y a bien un rappel un an plus tard. Après, un autre schéma qui est moins connu, donc c'est pour les adolescents de 11 à 15 ans. On peut se saisir de 2 doses adultes, M0, puis 6 mois après. Après, comme vous l'a dit donc Jean-Marie, pour la vaccination des enfants, des jeunes enfants, on a la vaccination qui est obligatoire depuis 2018 et l'hépatite B, en fait, elle se combine en fait avec les autres vaccinations, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche. Donc, on les vaccine en fin de compte à un âge jeune de l'hépatite B car après, en fait, il y a une meilleure immunité qui peut durer en fait plus toute la vie. Donc les schémas, c'est voilà, les 2 premiers mois, à 4 mois et à 11 mois. Alors, qui peut vacciner? C'est un petit peu la nouvelle, hein. Donc, il y a eu un décret le 8 août 2023. En fait, il y a eu une extension de compétences chez les infirmiers, les pharmaciens et les sages-femmes. Donc, sous réserve d'une formation spécifique de 14 heures. En fait, ces classes paramédicaux et pharmaciens peuvent faire et réaliser en fait les vaccinations sans prescription. Donc, ils peuvent vacciner qui? Donc, les enfants à partir de 11 ans. Et donc, la formation, vous pouvez effectivement, il y a des hôpitaux qui peuvent délivrer cette formation. Là, on évoque, on réalise cette formation pour les nouveaux infirmiers qui vont arriver à l'IFSI aussi. Comme ça, quand ils sortent, ils ont déjà en fait l'extension de compétences vaccinales. Ils seront déjà opérationnels. Donc, on vaccine quoi? Donc, le petit sens interdit jusqu'à 11 ans parce qu'on ne peut pas vacciner avant 11 ans. Mais sinon, on peut vacciner la diphtérie, le tétanos, la polio, coqueluche. Et je fais un petit focus sur le papillomavirus qui est très important en fait dans les Cégides. C'est une vaccination voilà qui est prépondérante et qu'il faut déployer au maximum. D'ailleurs, il y a eu une campagne qui a été lancée il y a 2 ans au niveau national. Donc, c'est les centres de vaccination qui vont vacciner en fait les enfants de 11 à 13 ans dans les collèges. Ça va faire la 2e année. Et là, on atteint un pourcentage chez les femmes de plus de 70% et chez les hommes de à peu près 50%. Depuis la campagne nationale, il faut savoir qu'on a gagné à peu près 10 points. Et je rappelle en fait les schémas parce qu'il y a eu des nouvelles recommandations qui sont toutes nouvelles. Donc c'est de 11 ans jusqu'à 26 ans et il y a une simplification de schéma, c'est à M0, M6 hein, pour le vaccin du Gardasil. Ensuite, voilà tous les vaccins du calendrier, donc le pneumocoque, grippe, hépatite A, hépatite B, les méningocoques, voilà, l'hémophilus influenzae type B, la rougeole, oreillon, rubéole, varicelle et zona. Alors attention, voilà, pas de vaccin en voyage et attention aux immunodéprimés, c'est des schémas très particuliers. Il faut savoir que dans les hôpitaux, il y a des consultations d'immunodéprimés qui sont spécifiques pour ces personnes et donc du coup, il faut mieux les orienter en fait vers ces consultations.
Donc là, on Alors, voit par vraiment que exemple, c'est juste, pardon. je prends la parole, juste que c'est vraiment une grande nouveauté qui est extrêmement importante pour la France, c'est la possibilité pour les infirmières de vacciner directement. Donc cette diapositive, ça vous montrait simplement qu'il y a quelques zones, quelques patients qui ne peuvent pas être vaccinés, mais globalement, beaucoup de patients peuvent être vaccinés et ça devrait améliorer la couverture vaccinale en France. Donc c'est vraiment une très bonne chose. Il y avait une question, alors j'ai demandé des précisions, mais il y avait une question sur le fait que certains patients ne répondent pas à la vaccination. Donc j'ai demandé des Pour l'hépatite précisions sur B, quel Pour type. l'hépatite. Voilà, c'est ça. Oui, Euh, effectivement, il y a à peu près 5% de la population qui sont non répondeuses. En fait, cela va dépendre en fait dans quelle un peu classe de facteurs à risque ils se trouvent. Par exemple, nous, on est dans des métiers où en fait il y a une obligation d'être vacciné et on a un taux, notamment le taux d'anticorps anti-HBS, qui doit être supérieur à 10 unités. Donc nous, on est contrôlés, les paramètres. Et donc et les pompiers, les sauveteurs en mer aussi. Et si on est non répondeur, on peut aller jusqu'à 6 voire 7 doses. Et après, on estime, par exemple, que même si on est répondeur, on peut avoir en fait une mémoire cellulaire qui va pas être vue dans les sérologies biologiques, mais qui est quand même là et qui peut être protectrice. Si Jean-Marie, tu veux. oui, c'est exactement ça. Ce qu'on peut dire globalement, si on a un patient non répondeur, c'est-à-dire que vous avez fait des anticorps HBS qui ne montent pas, la première chose à faire, c'est vérifier le schéma vaccinal qu'il a eu, parce que des fois, ce n'est pas toujours très clair. Et est-ce qu'il a eu un schéma vaccinal complet? Des fois, il y a eu des doses d'oubliées ou des choses comme ça. Donc, si le schéma vaccinal était incomplet, on refait un schéma vaccinal complet. Mais si le schéma vaccinal était complet, qu'il a eu toutes les doses et que les anticorps ne montent pas, on fait un schéma vaccinal renforcé, comme l'a expliqué Mélissande. Et si celui-là ne marche pas, on considère qu'il est probablement quand même vacciné et que les anticorps ne sont pas montés, mais qu'il est probablement quand même protégé. Donc voilà, et c'est vrai que ça pose des soucis après pour certains postes dans certains métiers où on demande vraiment que les anticorps montent et là, on peut être amené à faire des certificats médicaux ou des choses comme ça. Voilà. Donc, un, vérifier le schéma vaccinal initial. Deux, faire un schéma renforcé. Et puis trois, en rester là si c'est le cas. merci. Donc voilà pourquoi en fait cette nouvelle compétence était aussi pour mobiliser tous les acteurs concernés, voilà, faire de la pédagogie autour de la vaccination et puis c'était pour renforcer en fait un petit peu la mise en œuvre de l'obligation vaccinale qui a été voilà mis en place en 2018. Donc pour vous dire que voilà maintenant on est tous acteurs de la vaccination et que si vous n'avez pas les données ou les schémas ou si vous n'avez pas aussi les non commerciaux en fait des vaccins, il faut savoir qu'il y a des sites à votre disposition qui sont très clairs, qui sont actualisés, donc notamment Infovac. Donc n'hésitez pas à aller prendre vos informations dans ce genre de site-là. Il y a aussi mesvaccins.net et vaccinationinfoservice.fr. Et chaque année, en fait, vous avez les nouvelles recommandations. Chaque année, donc le calendrier vaccinal français, il y a des petites modifications, il y a des changements. Le grand changement cette année, par exemple, c'était la méningite ACW 135 qui a été intégrée en fait dans le calendrier vaccinal. Donc du coup, en fait, il faut vraiment aller vers ces sites et même nous d'ailleurs pour rester à la pointe de l'actualité, on n'hésite pas à s'y fier sur nos temps de recherche. Alors, le résultat d'une sérologie, il faut savoir que nous, infirmières, on est en première ligne. Donc, pour les entretiens pré-test, comme je vous l'ai indiqué en fait sur ma première diapo, et ben donc du coup, avec l'auto-questionnaire, voilà, on évalue en fait quel genre de prévention on va mettre en place et quel en fait dépistage on va leur proposer. Mais sur les résultats négatifs, on rend les résultats aussi. Donc, en fait, il faut avoir une certaine aussi pédagogie parce que du coup, on peut amener par la suite à proposer la vaccination, surtout sur cette vaccination hépatite B. Alors moi, là, j'ai voulu vous représenter, par exemple,
la feuille de résultat de l'hépatite B. Voici, c'est le résultat biologique de l'hépatite B. Donc, comme vous le voyez, vous avez 3 marqueurs. Donc là, c'est une hépatite B qui est totalement donc négative. Sur la première ligne, vous voyez les antigènes HBS, donc qui signifie que c'est négatif. Donc, il n'a pas été en contact, ce patient, de l'hépatite B. Et d'ailleurs, je vous ai fait une flèche pour vous montrer que le test rapide d'orientation de diagnostic de l'hépatite B, en fait, reflète ce marqueur et seulement que ce marqueur-là. Et donc, du coup, ce patient n'était pas en contact, mais sur la deuxième ligne, on voit les anticorps anti-HBS qui sont inférieurs à 2, et celui-ci nous précise s'il était protégé ou non. Alors, cette protection, elle peut être vaccinale, donc à partir du moment où on est vacciné, dans la normalité, ce marqueur donc monte, et c'est comme ça qu'on voit qu'on est protégé. Ou sinon, dans un deuxième cas, en fait, on peut avoir de la protection parce qu'on a déjà eu en fait la maladie. Mais dans ce cas, sur la troisième ligne, en fait, les anticorps anti-HBC seraient donc positifs. Donc, à partir du moment où on a un résultat comme ça, ben voilà, on est dans la proposition en fait et la pédagogie en fait du vaccin hépatite B. Et donc, on peut mettre éventuellement des moyens en place tels que l'entretien de motivation. On a des techniques appropriées, on se forme, nous les infirmières, pour proposer ces vaccinations et parler de vaccination. Donc, il faut quand même du temps, il faut quand même de l'écoute. Et la plupart des gens, si on leur donne cette écoute-là, ils sont OK pour être vaccinés par la suite de leur dépistage. Jean-Marie, peut-être dépister l'entourage, tu en avais déjà dit un mot. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que lorsqu'on a un patient qui a une hépatite B, il faut bien sûr dépister le partenaire sexuel, là c'est immédiat, mais aussi les membres du foyer. Et si vous avez un patient qui a une hépatite B, si elle est chronique, si vous avez un patient adulte qui a une hépatite B chronique, il faut penser à dépister ses parents. Parce que c'est possible qu'il ait été contaminé pendant l'enfance. Donc là, on a parlé, là en ce moment, on parle des risques sexuels, mais il y a un autre risque pour l'hépatite B, c'est la transmission à l'accouchement et pendant la petite enfance de la mère à l'enfant. Et donc, c'est important donc, quand on a un cas qui a une hépatite B chronique, si c'est un adulte, il faut chercher l'hépatite B chez ses parents et chez ses frères et sœurs. Donc, ça, c'est systématique. Alors, si c'est une hépatite B aiguë, là, c'est le conjoint ou la conjointe et puis les personnes qui potentiellement ont eu des rapports sexuels avec lui ou qui ont partagé éventuellement des objets tranchants tels que des brosses à dents. Bon, c'est pas très tranchant la brosse à dents, mais des rasoirs. Donc ça donne des micro-traumatismes et des petits saignements. Mais c'est le risque, il est quand même faible, alors que le risque sexuel, il est très important. Et si vous avez une mère, la mère qui est affectée, ça c'est hors sujet par rapport à aujourd'hui, mais lorsqu'elle a un enfant, à la naissance, il faut vacciner l'enfant. Ah ben si, voilà, c'est là. Donc c'est un peu hors sujet, mais c'est quand même important. Une femme enceinte qui a une hépatite B va transmettre le virus d'hépatite B à son enfant. Donc pour prévenir, il y a 2 choses. Il y a la sérovaccination de l'enfant à la naissance. Donc on lui fait des immunoglobulines et on le vaccine à la naissance. Et en plus, si la charge virale est très élevée chez la femme enceinte, il faut traiter la femme enceinte pendant la grossesse pour faire baisser la charge virale pour qu'elle soit au minimum pendant l'accouchement. Et grâce à ça, on va obtenir des enfants qui ne vont pas être infectés à la naissance. Et c'est très important parce que l'infection à la naissance, ça donne une hépatite chronique systématique. Et après, c'est difficile de s'en débarrasser. Donc voilà pour la mère. Voilà, et la mère, si elle est négative, mais elle est quand même dans un milieu à risque, du coup, on peut la vacciner, hein, c'est pas du tout tératogène, donc on peut mettre en place la vaccination de l'hépatite B chez une femme enceinte. Voilà, et d'ailleurs, si vous avez des doutes sur des vaccins et les femmes enceintes, vous avez le site, le CRAT, hein, le point de référence pour les femmes enceintes et les médicaments. Donc, on va passer à l'hépatite C maintenant. Donc là, on change un peu de domaine. Risque de transmission sexuelle beaucoup plus faible. Donc, diapositive suivante. Alors, un petit rappel sur le VHC. Alors, là, c'est un virus qui est très présent dans le monde encore. Donc, c'est 58 millions d'individus porteurs chroniques, 21% qui connaissent le diagnostic. Donc, encore beaucoup de patients qui ne connaissent pas le diagnostic. La particularité en France, c'est qu'on a une diminution très importante du nombre de personnes qui sont infectées par le virus d'hépatite C grâce au traitement. On a un traitement qui est efficace dans plus de 95% des cas. Donc, on va vers l'élimination de l'hépatite C en France. Mais il y a un point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a traité un patient,
il n'est pas immunisé, donc il peut se recontaminer. Et donc, on a des foyers en France de personnes autour de la toxicomanie ou des chemsexeurs, on va en reparler, où ils se retransmettent le virus régulièrement. Et donc, c'est sur ces foyers-là qu'il faut travailler si on veut vraiment éliminer le virus de l'hépatite C en France. L'hépatite C, ça entraîne une cirrhose, et par le biais de la cirrhose, ça entraîne un cancer du foie. Donc, on a pas mal de patients qui arrivent avec un cancer du foie et une hépatite C. C'est l'hépatite C qui a entraîné la cirrhose, qui a entraîné le cancer du foie. Voilà, donc diapositive suivante. Donc la transmission sexuelle, alors, donc là c'est vraiment un risque qui est très faible, en dehors des rapports traumatisants ou des rapports pendant les règles. Donc s'il n'y a pas de contact avec le sang, le risque il est minime, et c'est vrai que à l'époque on a suivi des couples par exemple avec qui avaient des rapports sexuels réguliers entre eux simplement, sans rapport sexuel en dehors du couple. Et il y a une personne qui avait l'hépatite C et l'autre qui ne l'a jamais eu. Et en fait, on les a suivis pendant 20 ans, il n'y avait pas de transmission de l'hépatite C. Donc c'est vraiment un risque faible. Et là, on est sur des conditions particulières, de rapports sexuels particuliers qui peuvent transmettre le risque. Donc on l'a dit, les rapports traumatisants et en particulier le chemsex. Donc le chemsex, c'est des rapports sexuels qui sont faits avec l'utilisation de drogues, souvent par voie intraveineuse, pour permettre d'avoir une activité sexuelle qui se prolonge sur de nombreuses heures, voire plusieurs jours, souvent c'est le week-end. Des rapports qui vont être partagés entre personnes, avec également le partage de sextoys. Et donc là, il y a un risque de transmission du virus de l'hépatite C qui est très important. Le chemsex, c'est à la mode en France, c'est en train de se développer. On a des chiffres qui disent que de l'ordre de 20% des personnes, des hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, pratiquent le chemsex. C'est associé bien sûr à la survenue de toutes les IST, y compris la variole du singe. Et comme je l'ai dit, il y a une catégorie un peu de chemsexeurs qui font du slam sex, où là, il y a des injections intraveineuses. Et donc là, on rajoute le risque de l'injection intraveineuse qui se partage entre les personnes. Il y a des pratiques sexuelles à risque au cours de ces réunions, et en particulier des pénétrations anales non protégées, le partage de sextoys, l'utilisation de plugs. Donc tout ça, c'est traumatisant, et donc ça transmet le virus de l'hépatite C. Donc, diapositive suivante. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter la transmission du VHC? Bon, c'est autour de la stratégie de réduction des risques, donc l'accès facilité aux préservatifs, l'accès facilité à du matériel à usage unique pour les injections intraveineuses, et puis ensuite, c'est le dépistage rapide et précoce du virus. Donc, comme pour le VIH, on n'a pas de vaccin pour l'hépatite C. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est dépister ces personnes régulièrement. Donc, ceux qui pratiquent le chemsex, on propose un dépistage tous les 3 mois, qui sera associé à un dépistage donc du VHC, qui sera associé à un dépistage du VIH. Et surtout, quand on diagnostique l'hépatite C, on la traite. Donc, c'est ce qu'on appelle le test and treat, c'est-à-dire que là, on teste, on traite, on recontrôle, et puis si le patient se recontamine, on retraite. Et on peut parfois être amené à traiter le patient plusieurs fois. Il faut bien sûr avoir un suivi médical du patient pour éviter la recontamination et des consultations addictologiques parce que le chemsex, c'est en même temps un problème d'addiction aux drogues et c'est également un problème de rapport sexuel à risque. Et donc, les deux doivent être pris en charge par soit le même médecin, soit des médecins qui se coordonnent. On rappelle que c'est des patients qui doivent être vaccinés contre l'hépatite B, on en a parlé, et puis on en parlera plus tard, contre l'hépatite A, et qui prennent la PrEP, bien sûr, par rapport au risque de contamination du VIH. Donc voilà pour le VHC. Oui, tout à fait. Nous, en Cégide, en fait, on a des recommandations. Hein. Depuis 2016, on a des recommandations Cégide, donc avec des arbres décisionnels, en fait, sur les sérologies hépatite C. Donc, en fait, il faut, voilà, comme je vous le disais, en pré-entretien, donc c'est les infirmières qui sont en première ligne. Et donc, on doit toujours évaluer, en fait, voilà, quelles sont leurs prises de risque, quel est le facteur de risque d'une contamination, en fin de compte, d'hépatite C. Donc, pour cela, il faut vraiment aller discuter, en fait, de leurs pratiques,
voilà, pour savoir si effectivement on va leur proposer une sérologie ou non d'hépatite C, et s'ils sont en fait sur les personnes à risque. Donc vous avez la liste numéro 1 là, sur les personnes à risque, et vous avez à peu près notre arbre décisionnel. Bon, un petit peu compliqué là à lire, mais c'était pour vous montrer que de toute façon, on fait pas les recommandations, c'est de faire au moins une fois une sérologie hépatite C si on n'est pas dans la personne dans la liste de personnes à risque, et si on n'a pas eu de facteur de risque. Et si on a eu un facteur de risque, effectivement, en fin de compte, il faut, comme l'a dit le professeur Perron, faire une sérologie 3 mois après, donc tous les 3 mois. Mais par contre, si effectivement il n'y a pas eu de facteur, en fait, une sérologie par an, en fait, est vraiment suffisant. Voilà. C'était pour expliquer un petit peu comment on réalise nos dépistages et de quelle manière. Après, dans les Cégides, nous, on diagnostique en fin de compte très peu d'hépatite C et d'hépatite B. On est à peu près à 0,7% de découverte d'anticorps VHC dans les Cégides, et les antigènes HBS, on a un taux de positivité de 1,1, donc ce qui est très peu. Et puis après, voilà, on voit un petit peu plus voilà dans lesquelles catégories on retrouve en fait l'hépatite C, donc plutôt Asie en fait l'hépatite C, l'hépatite B plutôt sur le continent africain et plutôt des hommes. Donc nous, la Coeb, c'est là où en fait c'est toutes nos missions en fait, et tout ce dont on se préoccupe, c'est d'aller chercher en fait les gens porteurs d'hépatite C. Et pour cela, on déploie des actions en partenariat avec des différentes structures d'addiction pour proposer des actions aller vers des publics cibles. Donc, on vise plus des usagers de drogue, voilà, les migrants, hein, notamment originaires donc d'un pays fort d'endémie, comme je viens de le citer, ou des personnes ayant fait un séjour en milieu carcéral, ou des personnes ayant eu un certain soin dans les années 90. Et donc, en fait, ces actions aller vers, on propose une consultation combinée, alors que j'apprécie fortement, parce que c'est vrai que du coup, quand on arrive dans une structure et qu'on ne connaît pas, il est très difficile voilà, d'avoir toutes les clés en fait pour proposer une consultation de qualité. Donc, moi, de mon expérience à Perpignan, je combine ma consultation avec l'infirmière d'addictologie ou l'éducateur. Et donc, du coup, comme ça, on peut voilà, proposer la réduction des risques, mais aussi donc les dépistages. Et donc, c'est une consultation complète. Alors, en aller vers, on peut faire du test to treat, notamment pour l'hépatite C. On peut faire de la réduction de risque, et surtout, voilà, on peut accompagner les personnes qui nécessitent en fait un parcours spécifique, et accompagner vers l'hôpital. Après, en 2018, quand les TROT sont arrivés, mais aussi la PrEP est arrivée, donc je pars du postulat que tout le monde connaît, voilà, ce que c'est la PrEP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas voilà, à en faire part, et Karen me le dira. Et donc, du coup, les associations aussi ont eu voilà, ont été acteurs de ces préventions, et donc ont organisé des soirées, donc les premières soirées de dropping. Et donc nous, médecins et infirmières, on venait expliquer la PrEP, en quoi ça consistait, les prises, et voilà, et présenter donc le médicament. Et ensuite, voilà, on a pu vous pouvez scanner le petit QR code. Voilà, ils ont pu se saisir aussi de différents outils de prévention. Donc là, je vous ai présenté une roue en fait de prévention, et comme quoi voilà, on peut parler aussi et expliquer les différentes préventions et informations face à des pratiques sexuelles à risque. Ensuite, pour l'hépatite C, il faut savoir que dans le Cégide, il y a eu des protocoles de coopération aussi qui sont mis en place, notamment pour les consultations de PrEPers, et comme ça, il y a des infirmiers qui sont dans des pratiques avancées pour être vraiment en fait dans la spécificité et dans le suivi des PrEPers. Nous, dans notre Cégide, on a mis en place aussi des consultations donc de sexologues, mais aussi des consultations d'addictologie pour leur permettre un panel plus large pour leur suivi.
Alors, Voilà pour l'hépatite C. oui, on a une question justement. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'expliquer drop et PrEP très rapidement, peut-être, hein, Voilà, les soirées dropping, c'est les soirées testing en fait. Hein. Drop, c'est de se tester. Donc du coup, en fait, à l'issue de notre présentation informative, on proposait en fait des tests rapides en fait avec une consultation en fait médicale au sein de l'association en fait, hein, avec les tests rapides hépatite B et hépatite C et VIH. Voilà. Et il y a bientôt, on va avoir les tests rapides de syphilis qui vont aussi arriver. Il va y avoir l'habilitation prochaine pour les structures aussi. Après les PrEPers, donc on a différentes, voilà, pour prévenir des infections sexuellement transmissibles, on a de la prévention combinée, donc on a le préservatif dont on a beaucoup parlé. On a créé des centres de dépistage anonymes et gratuits, donc pour faciliter le dépistage, on peut venir en anonyme, voilà, que ce soit totalement gratuit, pour favoriser le dépistage et en faire le plus possible dans toute population, toute catégorie de personnes. Mais aussi, donc du coup, on a la troisième action de la prévention combinée, c'est aussi de traiter très tôt les personnes qui ont l'infection du VIH pour ne plus qu'elle soit transmissible en fait pour ses partenaires. Et on a aussi le traitement d'urgence. Donc, quand on prend un risque, on ne met pas le préservatif. Dans les 48 heures, on a la possibilité d'aller chercher soit dans les Cégides, soit aux urgences, si c'est dans les heures non ouvrables, donc un médicament pour voilà, stopper en fait la diffusion du VIH. Et c'est le seul moyen à ce moment-là, si on le prend à temps, donc de ne pas être infecté par le VIH, si on a pris voilà, si on a eu une prise de risque, et c'est un médicament qu'on prend pendant 28 jours. Donc ça s'appelle le traitement d'urgence. Et maintenant, depuis, je suis perdue dans les années, mais je pense on a donc la PrEP, c'est un médicament en fait qu'on prend avant de prendre le risque. En fait, c'est un antirétroviral, et donc 2 heures minimum avant de prendre le risque, et ben on peut prendre ce médicament, et donc ça empêche l'entrée du VIH en fait dans le corps. Et donc, pour pouvoir avoir accès à cette prescription, donc du coup, les personnes peuvent aller voir leur médecin traitant, les Cégides. Et nous, les Cégides, on propose un suivi voilà, un suivi pendant 3 mois. Tous les 3 mois, on propose des sérologies, et à l'entrée, pour être prépeur, on propose surtout de la vaccination. Donc, on les vaccine contre l'hépatite A, contre l'hépatite B, et pour essayer de prévenir les autres infections sexuellement transmissibles, parce qu'on sait qu'avec cette prise, le VIH ne va pas être transmis, mais par contre, les autres IST, notamment le chlamydia gonocoque ou les hépatites, c'est possible. Donc, tous les 3 mois, donc du coup, on a une consultation soit avec une infirmière, donc en pratique avancée, ou soit avec un infectiologue, pour voir s'il y a une bonne observance dans la prise, parce qu'il y a différentes manières de le prendre. Ça peut être en discontinu ou en continu, et justement pour voir s'il n'y a pas eu voilà, contact avec d'autres virus. Merci. Bon, je pense que de toute façon, ce genre d'information, c'est intéressant aussi d'aller rencontrer les partenaires qui travaillent sur les semaines nationales santé sexuelle dans tous les départements et qui ont justement la possibilité de renvoyer vers les professionnels qui vont pouvoir renseigner sur ces sujets-là. Voilà. Donc, je pense aussi que c'est important de rappeler que c'est un réseau qui travaille sur toutes ces thématiques-là. Voilà. J'ai quelques questions qui arrivent, mais on les posera peut-être à la fin de la À la fin, présentation. Euh, en fait, il y avait une question sur le taux de transmission des personnes nées hors France par moyen de soins ou autre rite, entre parenthèses circoncision. ou l'excision. Voilà. Ben là, bon, ces moyens, enfin, l'excision et autres, c'est un facteur de risque, mais le facteur de risque majeur, c'est à la naissance, donc c'est avant tout ça. Ok. Et c'est une transmission qui est pratiquement à tous les coups entre la mère et l'enfant, puisque dans les pays subsahariens,
Il y a pas souvent de dépistage de la mère. Le pays est endémique, donc il y a une grande partie de la population qui a l'hépatite B, donc c'est une transmission à tous les coups. Donc vraiment, les patients migrants qui viennent de ces pays sont à très haut risque d'avoir l'hépatite B et doivent être testés systématiquement. D'accord. Et ensuite, l'indication du traitement, ça dépendra de plusieurs paramètres qui sont le bilan hépatique, est-ce qu'il est perturbé ou pas, le foie, est-ce qu'il est dur ou pas au fibroscan, et la quantité de virus dans le sang. D'accord, très bien. Et la deuxième question qui est en suivant, je pense assez cohérente. Quelles sont les recommandations actuelles pour le traitement des hépatites B chroniques? Donc c'est ça, hépatite B chronique, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez les patients qui ont une destruction du foie par le virus, donc ça c'est une hépatite chronique B active, donc il y a une élévation des enzymes du foie, et il y a du virus dans le sang, donc ceux-là on les traite. Et une fois qu'on les traite, on les traite à vie, c'est-à-dire c'est un comprimé par jour à vie. C'est très efficace. Ensuite, vous avez les patients qui ont une cirrhose et qui ont du virus dans le sang, on les traite également systématiquement. Et ensuite, vous avez des patients qui ont du virus qui se réplique, mais qui n'ont pas d'agression du foie. C'est ce qu'on appelle les immunotolérants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atteinte du foie, le virus se réplique, et cela en fonction de l'âge, en particulier s'ils ont plus de 30 ans, on peut être amené à les traiter. Là, c'est une décision du médecin qui est un peu cas par cas. Et puis ensuite, il y a les porteurs inactifs. Ça, c'est des patients qui ont une très faible charge virale dans le sang, très peu de virus, pas du tout d'atteinte hépatique. Ceux-là, on les surveille, mais on ne les traite pas. Donc, en fait, ça dépend quantité de virus, atteinte du foie, antécédent de cancer du foie, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est un facteur qui peut jouer. Tout ça, on prend tout ça en compte et on traite donc une grande partie des patients, mais pas tout le monde. D'accord, merci. On va passer à l'hépatite A. Donc, très bien, donc l'hépatite A, pas de virus, pas d'atteinte chronique, donc pas de cirrhose, pas de cancer du foie, c'est que des hépatites aiguës. Dans le monde, c'est 170 millions de nouveaux cas par an. Et ce qu'il faut simplement comprendre, c'est que le risque de l'hépatite A, c'est de faire une hépatite grave. Donc, plus on est jeune, quand on est infecté par l'hépatite A, moins l'hépatite est grave. Donc, on va dire qu'en gros, en dessous de 15 ans, c'est pratiquement jamais grave. Et plus on est âgé, et plus l'hépatite peut être grave. Et lorsqu'on a une hépatite clinique, donc un patient qui a des symptômes liés à l'hépatite A, la mortalité, c'est 1%. Donc, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas négligeable non plus. Donc, il faut essayer de l'éviter. Donc, en France, c'est à peu près 1000 cas par an. Et souvent, c'est des petites épidémies avec des facteurs de risque que je vais décliner sur la diapositive suivante. Ce qu'il faut comprendre quand même avec l'hépatite A, c'est que vous avez des pays de très forte endémie, c'est un peu comme l'hépatite B, mais c'est des pays différents. Là, c'est toute l'Afrique, en particulier le Maghreb, et toute l'Asie. Donc, quand vous allez dans ces pays, le virus circule, les personnes infectées sont souvent très jeunes, donc souvent pas très malades. Eux, ils sont protégés, mais le virus circule. Et vous venez de France, où on a 20% de la population qui a été infectée dans l'enfance, donc 80% des personnes qui ne sont pas immunisées, ils vont dans ces pays, et là, ils attrapent l'hépatite A, ils reviennent avec l'hépatite A en France. Donc, le facteur de risque, en dehors du facteur sexuel dont je vais parler là, après, c'est les voyages à l'étranger. Donc, diapositive suivante. Voilà, c'est un virus qui est très stable dans les milieux extérieurs. C'est le virus qui est le plus stable dans les milieux extérieurs de tous les virus des hépatites. Donc, il y a une transmission souvent par l'alimentation. Soit c'est l'eau de boisson, soit c'est des tomates séchées qui ont été contaminées quand elles ont été préparées. Et donc, à partir d'un aliment, vous allez potentiellement infecter un petit groupe de personnes. Donc, par exemple, vous allez avoir des contaminations avec des huîtres. L'huître, c'est un produit qui peut transmettre l'hépatite A s'il y a une infection, si l'eau était un petit peu souillée. Et donc, vous allez avoir toutes les personnes qui ont mangé ces huîtres qui vont avoir une hépatite A. Voilà. Et puis, par rapport au risque sexuel, c'est pareil. Donc, c'est important de chauffer la nourriture pour détruire le virus. C'est pour ça qu'il vaut mieux toujours manger des aliments cuits que des aliments crus. C'est un peu la mode de manger des aliments crus, mais là, vous risquez une transmission de différentes choses, des parasites, mais aussi des virus. Et donc, l'hépatite A, il y a un risque de transmission sexuelle
par voie féco-orale. Donc, transmission, vous avez un patient qui a une hépatite A, il le sait ou il ne le sait pas. Il a donc du virus dans les selles. Et si la deuxième personne a des rapports sexuels en contact avec les selles du premier patient, ben là, il va transmettre l'hépatite A. Donc, c'est les rapports féco-oraux. Donc, homme-homme, homme-femme, il n'y a pas d'importance. Là, vous avez un risque de transmission de l'hépatite A. Et donc, c'est favorisé, pardon. Non, c'est juste favorisé dans les milieux assainissement insatisfaisante. Là, il y a un risque en plus de transmettre l'hépatite A. Donc, les relations sexuelles oro-anales, c'est le risque sexuel principal. Donc, diapositive, voilà. Et donc, la population un peu cible pour la prévention, ça va être les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et au sein de ces communautés, on a des petites épidémies rapportées. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un patient qui vient vous voir qui a une hépatite A, c'est important de connaître le facteur de risque. Et s'il y a un facteur de risque sexuel, il faut absolument, rapidement, vacciner le conjoint. Donc, je vais revenir ensuite sur la vaccination, mais ça, c'est très important, puisque vous avez vu qu'en gros, l'hépatite A en France, ça va être soit quelqu'un qui revient de l'étranger, soit quelqu'un qui a mangé des aliments infectés, soit quelqu'un qui a eu des rapports oro-anaux. Et donc, il y a quand même 3 modes un peu différents et c'est important de pouvoir le dépister. Donc, les comportements à risque, bien sûr, c'est lorsque vous avez des rapports sexuels multiples, lorsque vous avez des partenaires anonymes, c'est pareil pour tous les virus. Et donc, les pratiques oro-anales ou digito-anales sont également à risque. Donc, diapositive suivante. Alors là, ce qui est très important, c'est la vaccination, puisque la vaccination va vous protéger complètement contre l'hépatite A. C'est une vaccination qui est très efficace, qui se fait en deux vaccins, un premier puis après un rappel, et qui est disponible dans les CGID, etc. Je pense que Mélissa nous en dira un mot. Donc la question, c'est qui vacciner? Donc bien sûr, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, donc c'est vaccination systématique. On n'attend pas que le conjoint soit atteint, il faut vacciner direct quand vous avez des patients ou quand vous voyez des personnes qui ont une conduite à risque, ne serait-ce que même les rapports sexuels simples entre hommes, ça il faut vacciner. Et toute personne qui est dans l'entourage d'un patient qui a une hépatite A, il faut qu'il soit vacciné le plus rapidement possible. S'il y a un antécédent d'ictère ou s'il y a un antécédent de séjour de plus d'un an dans une zone d'endémie, sous-entendu, si le patient il a un fort risque d'avoir déjà des anticorps immunisants, qu'il a fait une hépatite A dans le passé, donc il est immunisé, il n'a pas besoin d'être vacciné, celui-là, c'est mieux de lui faire la sérologie rapidement. Vous avez le résultat en 24 heures. Et en fonction de la sérologie, si elle est négative, vous le vaccinez. Si elle est positive, vous ne le vaccinez pas. En dehors de ces deux cas-là, on préconise de vacciner direct parce qu'on s'est rendu compte que le fait de faire la sérologie, on récupère le patient, on lui fait la prise de sang, on récupère le résultat, on perd du temps et on sait que là, il faut vacciner le patient le plus rapidement possible. Donc souvent, on dit, tant pis, on vaccine. Et puis même s'il était immunisé, il était immunisé, ce n'est pas très grave. Donc ça, c'est très important. Et les personnes qui vivent dans des communautés de vie en situation précaire, donc on a beaucoup de ces patients-là qu'on peut voir dans les centres médico-sociaux, ceux-là, ils doivent tous être vaccinés contre l'hépatite A. Et accessoirement, bien sûr, tous les voyageurs en zone d'endémie doivent être vaccinés avant qu'ils partent. Donc voilà pour l'hépatite A. Diapositive suivante, voilà. Oui, voilà, c'est ça. L'hépatite A en Cégide, voilà, après un entretien pré-test, effectivement, la précision en fait de leurs pratiques sexuelles. Du coup, en fait, le dépistage s'agrandit et là, on voit apparaître donc les sérologies hépatite A. Donc, du coup, c'est qui est recommandé en fait selon les pratiques, donc notamment les hommes ayant des relations avec les hommes. Et donc, du coup, en fait, il faut savoir que nous, on a la vaccination à portée de main et qu'on peut vacciner en fait ce vaccin voilà, à peu près à tous nos usagers Cégide qui doivent être vaccinés. Donc, il faut savoir que c'est un vaccin qui est remboursé parce que je suis aussi infirmière du voyage. Donc, il a un prix un petit peu plus élevé et donc c'est non remboursé
quand on veut voyager et qu'on a besoin de cette vaccination-là. Mais en Cégide, l'hépatite A est remboursée. C'est 2 doses, donc c'est à M0 et 6 mois après, c'est à vie. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le suivi PrEP, c'est une vaccination qu'on propose en systématique et sur laquelle on vaccine. Après, voilà, on essaye aussi donc de nos outils de prévention, on essaye d'être encore plus spécifique. Donc là, je vous ai mis un petit dessin de digue dentaire qui peut être, voilà, dont on peut se servir sur des rapports orogénitaux. Et donc, du coup, on a aussi les digues dentaires qu'on peut proposer en fait dans les Cégides. L'hépatite E, on en dit un petit mot, même si on a dépassé le temps, on est désolé. Du coup, Oui, ça donc ça va va. être très rapide. On va passer rapidement. Juste pour dire que c'est le virus le plus fréquemment responsable d'hépatite E en France. Donc, quand vous avez un patient qui a une hépatite aiguë virale, il faut penser à l'hépatite E. Donc, on peut passer. Ensuite, il y a une distribution mondiale qui est variable. Et nous, dans notre pays, on a du génotype 3. Et donc, c'est une transmission de la nourriture. Donc, c'est souvent du porc qui est infecté par l'hépatite E qui transmet aux personnes qui ont mangé la nourriture si elle a été mal cuite. Diapositive suivante. On est dans une zone dans le sud-ouest endémique en France pour l'hépatite E, puisqu'on voit que la séroprévalence, elle est de l'ordre de 40% dans la région Occitanie. Donc ça, c'est séroprévalence des donneurs de sang. C'est-à-dire que 40% des donneurs de sang ont été un jour de leur vie en contact avec le virus de l'hépatite E. Diapositive suivante. Alors, Donc, voilà, donc la transmission sexuelle. Donc ça, c'est la question. En fait, pendant la période où il y a du virus dans le sang et au niveau du foie, donc l'hépatite E, ça donne des hépatites aiguës et après on guérit. Il y a du virus dans les selles et donc on se retrouve dans le même cas de figure que pour l'hépatite A, avec un risque de transmission sexuelle au cours des rapports oraux-anaux. Diapositive suivante. La particularité de l'hépatite E, c'est qu'en plus, il y a des travaux qui ont été faits et on sait que le virus est présent dans les sécrétions vaginales et dans le sperme. Et vous avez ici une photo d'un spermatozoïde en bleu avec des petits virus qui sont en rose. Et vous voyez incroyable. qu'il y a plein de virus autour du spermatozoïde. Donc, c'est sûr qu'il y a un risque théorique possible de transmission sexuelle du VHE. Contrairement à l'hépatite A, il n'y a par contre pas de données dans la littérature qui montrent que ce risque est particulier. Donc, on n'a pas réussi à montrer qu'il y avait un surrisque, par exemple, dans la population des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Donc, le risque, il est probablement infime, mais possible. Et je rappelle que pour l'hépatite E, il n'y a pas de vaccin. La seule prévention, c'est prévention des facteurs de risque. Donc, diapositive suivante. Voilà, donc en conclusion, il faut vacciner, 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 vacciner. Donc, vacciner contre le virus de l'hépatite A, vacciner contre le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite C, il n'y a pas de vaccination. Donc, c'est dépistage et traitement. Donc, faire les dépistages, traitement et bien sûr réduction dans tous les cas des facteurs de risque. Et pour nous, hépatologues, il faut penser aux autres IST et en particulier, il y a toutes les autres IST, notamment les bactéries. Il y a aussi l'HPV pour lesquels il y a des vaccinations. On est encore sous-vacciné en France, mais c'est très important. C'est un virus qui donne des cancers gynécologiques, qui donne des cancers de la gorge. Donc, il faut vraiment vacciner garçons et filles. Donc, voilà pour ma conclusion. Très bien. Et juste, moi, je rajoute, en fait, je voulais vous faire part d'un nouvel outil voilà, sur lequel nous, voilà, on l'utilise depuis peu, mais sûrement d'autres Cégides de France l'utilisent déjà. Mais il faut savoir qu'en fait, toute structure peut l'utiliser. On peut le proposer, en fait, à tout le monde. En fait, c'est si on est porteur d'une IST, en fait, c'est un petit peu difficile parfois de téléphoner à son partenaire. Donc là, c'est une application, en fait, qui envoie un texto pour vous, en fait. Donc, l'usager qui a une infection peut laisser le numéro de portable sur cette application de son partenaire et le partenaire reçoit un SMS en spécifiant qu'un de ses partenaires est positif à une IST et qu'il faut qu'il se présente dans un centre de soins anonymes et gratuits de dépistage. Voilà, donc je trouve ça très bien. On essaye d'évoluer voilà, d'une forme numérique aussi dans nos outils de prévention. On vous remercie de votre attention. On remercie Angèle et Karen donc de la promotion de santé Occitanie de nous avoir invités. Jean-Marie, je ne sais pas si tu veux Oui, je voudrais redire juste également remercier le CORES parce qu'on travaille en collaboration avec le CORES. Donc, c'est le comité régional
de santé sexuelle qui fait suite au Corévi. Et donc, bien sûr, on a entre le COEP, la COEP et le CORES une zone de travail ensemble, que ce soit sur des situations hors les murs, sur la prévention des hépatites et sur le dépistage. En particulier, ce sujet-là, il est typiquement sur les santé sexuelle, donc il appartient bien sûr également au CORES avec lequel on a collaboré. Voilà, donc je voudrais les remercier chaleureusement et on continue à travailler ensemble. Oui, merci. Voilà, la dernière diapo, je vous convie tous aux ateliers de la Grande Motte le 5 septembre en 2025. Je vous laisse juste le petit QR code pour le bulletin d'inscription. Merci beaucoup. Oui, ça serait chouette. Deux petites questions qui restent encore. Alors, un patient qui va en vacances en Asie, est-ce qu'on doit lui conseiller une vaccination hépatite A ou est-ce qu'on doit Oui, poser A et B. A et B? Ok, donc A et B, voilà. C'est automatique, voilà. Après, il y avait une question un peu plus technique pour les personnels santé au niveau du dosage. Je crois comprendre qu'ils ont besoin d'un certificat qui stipule 100 unités en tant que professionnel. Et apparemment, sur la diapo que vous avez présentée, il y avait marqué 10 unités. oui, moi il me semble qu'en effet, moi j'avais la notion que c'était 10 unités, alors peut-être Mélissandre, c'est mieux. C'est 10 unités, oui, mais après, oui, voilà, c'est 10 unités, mais voilà, regardez bien les unités, en fait, si c'est des milli-unités ou si Ouais, c'est des unités, en fait. ouais. Il faut faire Ça. attention, C'est sûr juste, que en fait, il y a des laboratoires qui peuvent rendre des résultats ouais. avec une autre forme, en fait, Ok, c'est le dosage des par kilos et des rapport. grammes, en fait, si vous voulez. Mais on Ok, est dans alors ça. comme c'est pas précisé, je vais pas pouvoir aller plus loin Voilà. dans la question. Mais oui, effectivement, faire attention à la présentation, on est d'accord. Effectivement, oui, donc la vaccination, ça pose la question aussi de l'acceptabilité de la vaccination, et ça sera peut-être l'objet de notre temps, pourquoi pas? Et Oui, tout enfin, à on peut fait. dire, juste, on peut dire en un mot que les vaccins dont on a parlé, le B et le A sont extrêmement bien tolérés et de nombreuses études ont montré qu'il y avait un bénéfice qui était énorme. En particulier l'hépatite B, ça prévient le cancer du foie quand même, hein. Et Oui, c'est oui, comme oui, l'HPV qui prévient le cancer du côlon. Donc, c'est des vaccins qui sont très bien tolérés et qui doivent être utilisés d'accord. sans arrière-pensée. Bon, ça Et puis, c'est noté. Et puis voilà, je crois ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fois qu'on est vacciné contre l'hépatite B, en fait, on fait plus du tout de sérologie. Donc en fait, on est sûr qu'en fait, il y a plus de risque en fait que Ouais. cette IST, en fait, quand on la prend dans les Cégides, et ben ouais, il y a pas de risque de contamination. Hein. Donc c'est quand même Oui, c'est voilà un précis. volet en moins. Voilà, donc ça, c'est tout le travail justement des entretiens motivationnels, hein, en tout cas Tout à dans la fait. technicité des entretiens motivationnels qui va permettre de proposer les bonnes informations et les bonnes méthodes pour faire adhérer le patient à votre proposition. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important en Et démarche oui, de promotion de la santé, de travailler avec les personnes pour qu'elles puissent comprendre tout ce que vous nous avez expliqué et l'intérêt de se faire vacciner, effectivement. Ouais, ouais, et via la consultation de santé sexuelle, c'est c'est ça. vrai que du coup, généralement, on est dans la compréhension parce qu'une fois qu'on a eu un chlamydia ou un gonocoque ou des infections contre lesquelles il y a pas de vaccination, si après on dit qu'il y a une vaccination pour en éviter une, ça va très vite. Hein. Ça peut être beaucoup plus efficace, effectivement, après Voilà. cette expérience désagréable. Oui, oui. Bon, très bien. Alors, il y a une précision sur justement les unités. Donc, c'est 100 unités pour les pros médicaux ou paramédicaux et 10 pour la population générale. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité? Au niveau du dosage, est-ce qu'il y a eu des évolutions? Voilà. Comme je n'y connais strictement rien, je ne vais pas pouvoir aller plus loin. Oui, moi non plus, je ne sais pas. Nous, ce qui est certain, dans le domaine de l'hépatologie, on considère que la personne est protégée à partir de 10. Donc, c'est vrai que nous, on Ok. utilise 10. Ouais. Après, les cas particuliers de la médecine du travail par rapport au personnel médicaux, c'est un peu particulier. Ouais. Mais pour les personnes qui ont été bien vaccinées et qui ont des anticorps qui sont présents mais un peu faibles, là, on peut faire des certificats médicaux parce qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas se contaminer par Vous l'hépatite B. expliquiez tout à l'heure. D'accord. Ok. Très bien.
Bon, voilà, je n'ai pas d'autres questions, a priori. Donc, voilà. Dans tous les cas, vous pourrez revoir l'ensemble du webinaire avec, si vous avez besoin, peut-être vous vous arrêter sur certaines diapos et sur certaines explications. Ça permettra d'avoir un peu plus de détails. Et puis, n'hésitez pas à contacter l'ensemble des partenaires qui ont participé à cette présentation. Et voilà, si nous n'avons pas de réponse, on pourra éventuellement la chercher ensemble. Mais l'idée, c'est vraiment que ce partenariat, dans le cadre des semaines santé sexuelle, voilà, illustre bien le travail en collaboration que nous faisons tout au long de l'année avec les partenaires sur le terrain. Oui, on a laissé nos coordonnées aussi, n'hésitez pas, hein, si vous avez des Parfait. questions. Merci. Eh bien, je pense que nous pouvons nous arrêter là et prendre une pause bien méritée. Très bien, merci. Bonne journée. Merci à tout le monde. Merci, professeur. Merci, Mélisande. Et puis, à une prochaine, un prochain rendez-vous sur ces thématiques-là. N'hésitez pas. Merci. À bientôt. Merci.